Facebook Live de Droit Citoyen va démarrer dans un instant. Pensez à partager ce Facebook Live sur votre profil, groupe ou page Facebook pour toucher un maximum d'auditeurs. Vote ta France, la première émission où l'on parle de politique citoyenne par des citoyens et des citoyennes. Municipale, départementale, régionale, Droit Citoyen s'engage à vos côtés pour proposer des débats et des échanges sur de vraies questions de société. Vote ta France, une émission animée par Vincent Bach sur Droit Citoyen, le média libre et citoyen. Jamais 203, en tout cas, bienvenue sur Droit Citoyen pour ceux qui nous rejoignent. On a un problème de son, mais j'espère que l'on l'a résolu. Mais en tout cas, on est bien en direct. Ça, vous pouvez le constater puisqu'il est 21h08. L'émission Vote ta France, aujourd'hui, j'accueille dans les studios de Droit Citoyen Olivier Longeon, qui est tête de liste de la liste écologique. Alors, je connais pas le nom en entier parce que... Le temps de l'écologie. Voilà, donc on était bien tout à l'heure parce qu'on était bien sur le sujet de l'écologie. Donc, on va faire court puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, mais on en refera une, quoi qu'il en soit, pour rattraper le temps perdu. Donc, justement, on parlait de l'empreinte carbone. Faire en sorte justement que d'ici 2050, Saint-Étienne soit empreinte zéro carbone. Et je disais comment on peut faire avec tout le trafic qui passe à Saint-Étienne. Alors le trafic qui passe à Saint-Étienne, comme je disais, ça, c'est malheureusement inévitable puisque c'est pas forcément la ville qui génère ce trafic, c'est du trafic qui est parfois national ou international ou régional. Par contre, ce qu'on peut faire, j'y reviens, c'est développer les transports en commun, développer par exemple les réseaux de transport express régionaux, c'est-à-dire la SNCF. Les écologistes ont défendu ardemment qu'il y a un train électrifié, cadencé, modernisé de Firminy jusqu'à Saint-Étienne, puis après au-delà Lyon et Ambérieu, ce qui a permis en fait d'avoir un train qui desserve mieux l'agglomération stéphanoise, pas simplement Saint-Étienne, mais aller au-delà sur Firminy, desservir la Haye-Camarilles, Chaumont-Feugerolles, et puis avoir un train cadencé, c'est-à-dire environ un train toutes les 20 minutes entre Saint-Étienne et Lyon, pour offrir plus de possibilités. Alors, indirect. Alors, on va y venir. Je finis justement ce qu'on dit nous, dans ce que nous défendons dans le cadre de cette campagne, c'est que la même chose soit faite et défendue par Saint-Étienne Métropole et Saint-Étienne, entre Saint-Étienne et Andrézieux-Bouthéon. Qu'on aille en fait chercher ceux de la plaine du Forêt à Andrézieux-Bouthéon, qui puissent soit venir en train par des trains réguliers et cadencés jusqu'à Saint-Étienne, soit aller plus loin jusqu'à Lyon et au-delà la région Rhône-Alpes. Évidemment, nous avions défendu qu'au milieu de ces trains qui s'arrêtent dans toutes les gares dans la vallée du Gier, on ait des trains qui soient directs entre Saint-Étienne et Lyon. L'idée, c'était de pouvoir aller un peu plus vite de Saint-Étienne à Lyon et de desservir mieux, plus confortablement, parce qu'en fait, ceux qui faisaient Saint-Étienne-Lyon, du coup, n'occupaient pas les trains qui faisaient Saint-Étienne, Saint-Chamond, Rive-de-Gier, Givors et Lyon. On avait obtenu ça, c'était dans la mandature de Jean-Jacques Kéran. On avait mis en place ces trains-là qui permettaient donc de désengorger, d'aller plus vite. Et puis, Laurent Wauquiez est arrivé et il a supprimé un tiers des trains entre Saint-Étienne et Lyon. Il a supprimé ces trains directs qui faisaient Saint-Étienne-Lyon et il a supprimé des trains qui étaient entre Givors et Perrache, oui, qui permettait d'alléger le trafic. On le ressent énormément à Pardieu, justement. C'est ça. Ouais, c'est souvent saturé entre ces deux gares. C'est ça. Ouais, et après, ça descend. Ah oui, après, puis, voilà, et après, globalement, on a de la capacité sur la ligne Saint-Étienne-Givors, même sur Givors, entrée de Lyon. C'est à Lyon qu'on a un peu moins de capacité. Mais ce qu'il faut, c'est avoir une région forte qui discute fortement avec la SNCF. Actuellement, on a une région qui est trop contente d'annoncer des économies. Et tant pis si les usagers sont debout dans le train. C'est la politique de Laurent Wauquiez que nous condamnons. Est-ce que Saint-Étienne Métropole a aussi son regard sur les tarifs qui sont pratiqués entre Saint-Étienne et Lyon? Oui, puisqu'en fait, il y a des abonnements qui sont à prix réduit par rapport à la SNCF, qui s'appellent les passes T libres. Ces passes ont été mises en place par le pôle urbain qui regroupe l'agglomération de Lyon, l'agglomération de Saint-Étienne, celle de Vienne, celle de l'île d'Abo et celle de Villefranche-sur-Saône. Et on peut acheter des passes dans lesquelles on a à la fois le train Saint-Étienne-Lyon et le réseau de transport en commun qu'on veut. On peut acheter Saint-Étienne-Lyon et la Stas ou Saint-Étienne-Lyon et le TCL, le réseau de Lyon. Et puis on peut acheter Saint-Étienne-Lyon en train, plus Stas de Saint-Étienne et TCL de Lyon. D'accord. Pour aujourd'hui 147 € et quelques. La moitié est payée par l'employeur. Ce qui fait qu'on se retrouve dans les 60 € pour faire Saint-Étienne-Lyon et les réseaux de transport. Sachant qu'une voiture, ça coûte énormément. La voiture coûte énormément plus cher. On est à 2 €
par jour par ce système-là. Mais c'est là où nous nous posons la question sur un certain nombre d'abonnements, parce que si, quand on est employé, on a un employeur qui paye la moitié de l'abonnement, l'étudiant, lui, il paye plein carat. Il n'a personne qui couvre cette demi-dépense. On l'avait évoqué justement pour Lyon. Les tarifs étudiants exorbitants, les tarifs Saint-Étienne, c'est exorbitant. C'est pareil. Je prenais l'exemple Donc l'idée, c'était de baisser les prix. Voilà. Toulouse, c'est 10 €, moins de 25 ans. C'est ça. Et ça change rien. Ça change rien, puisque de toute manière, il y a les étudiants, il y a 22... Bah si, ça permet aux étudiants de Non, prendre mais je veux le dire, temps. non, mais ça change rien de faire moins cher pour eux. Ah Parce oui, que oui. Pour oui, les oui. étudiants. Ah, d'accord. Non, ça change rien pour eux. Ils utilisent les transports en commun, ça crée pas de surcoût de transport. Non, ça ne crée pas de surcoût de transport. Non, on est d'accord. Voilà, C'est puisque- la même chose qui est faite à Grenoble aussi. Voilà. Et alors justement, on va aussi vers la gratuité, puisque c'est quelque chose qui revient dans pratiquement tous les programmes. La gratuité des transports à Saint-Étienne. Alors on l'a vu aujourd'hui, Luxembourg, modèle européen, tous les transports sont gratuits. Train, tram, métro, s'il n'y a pas de métro. Ça me gêne un peu quand on dit que Luxembourg est un modèle, parce que c'est quand même encore un semi-paradis fiscal. Oui. Et qu'on sait comment ils font certaines gratuités. Oui, mais moi qui suis de Longwy, de la frontière, je peux vous assurer que quand vous êtes frontalier, que vous allez bosser au Luxembourg et que pour l'avoir fait, il y a des TER, des lignes TER qui communiquent avec le réseau ferroviaire du Luxembourg. Là aussi, on avait des trains qui étaient surchargés. Et là, je pense que c'est pas plus mal parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont travailler au Luxembourg. Bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui vont travailler en Suisse. Et aujourd'hui, d'avoir cette possibilité de ne pas payer, ça se ressent aussi. Sur la gratuité, je dirais simplement c'est un projet qui nous intéresse beaucoup, mais qu'on que ne c'est veut possible mettre en place que une fois que les améliorations du réseau ont été faites. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'on nous dise, voilà, on stérilise le réseau parce que ça coûte cher la gratuité, on change rien. Aujourd'hui, le réseau de Saint-Étienne, c'est essentiellement le tram. 50% des transports de Saint-Étienne Métropole, c'est la ligne de tram stéphanoise. Donc il ne faut pas qu'on abandonne tous les quartiers. Tous les quartiers, on est ici pas très loin de Montplaisir. Montplaisir, c'est un quartier qui par moment n'a plus de ligne de bus en direction du centre-ville. C'est ça. Et on est en ville. Il y a un bus de nuit, le S3, je crois, qui passe. Qui roule une fois par heure, etc. Nous, ce qu'on dit, augmentation des amplitudes, c'est commençons plus tôt le matin, finissons plus tard le soir d'avoir des transports en commun. Et toutes les 10 minutes. Et ça permet aux gens d'aller travailler plus facilement. Bien sûr. Bien sûr. Comme par exemple, nous disons, avoir une ligne de transport en commun, comme on dit, lourde, c'est-à-dire importante, cadencée, fréquente, etc., avec des trolleybus qui partent de Montchauvet, par exemple, qui passent par Métard, qui passent par le rond-point, qui descendent le cours Foriel, qui traversent le centre-ville, qui remontent sur Montrénaud, et nous disons, et qui sortent de la ville, qui aillent sur la Talaudière-Sorbier, par exemple. Gros lieu d'emploi, où les gens, pour aller travailler, ils sont obligés de prendre leur voiture. Si on leur offre un transport en commun pas cher pour aller travailler tous les jours, toutes les 10 minutes, n'importe qui préférera abandonner sa voiture qui coûtera plus cher. Alors donc là, il y a des possibilités de développer l'offre, de correspondre à une demande. Et en face, on a le style pour lequel il va y avoir une liaison qui va être créée entre le style et la gare Château-Creux. Est-ce que c'est utile de dépenser autant d'argent? Alors, j'allais dire... Comment dire, le style, il existe, malheureusement. Ouais. Moins on aura de voitures pour aller au style, mieux c'est, parce que quand même, il faut avoir moins de voitures. Donc, on ne sera jamais tout à fait contre, nous, un transport en commun. Maintenant, si vous commencez à nous dire, on va construire une ligne de tram spéciale pour aller desservir le style une fois tous les samedis, ou etc., on vous dira non. Là, c'est ce que parce fait que la ça coûte apparemment. Très, très cher. Hein Attention, pour l'instant, on n'est pas encore au tram à cet endroit-là. Heureusement, parce que ça non, mais coûte ils sont très, en très train cher à d'installer. construire. Ils sont en train Mais ils installent un bus. Voilà. Ils installent un bus, je suis bien d'accord. Et ça réduit quelque peu les liaisons en voiture. Donc ça, je peux pas dire que je suis catégoriquement contre. Par contre, le style, c'est quelque chose de très grave pour moi, parce que c'est un choix qui a été fait de développer un centre commercial qui va nuire au centre-ville. Et c'est pour ça que nous, la priorité, c'est tout faire pour redynamiser nos quartiers, redynamiser le centre-ville, aider les commerces de centre-ville, aider les commerces de quartier, aider le développement de l'artisanat partout. Alors on le voit souvent sur des images, il y a des gens qui filment ce qui se passe au centre-ville, les devantures de magasins baissés, des magasins qui sont abandonnés depuis des mois et des années pour certains. Le déménagement de certaines enseignes comme H&M qui va partir au style. Donc en fait, le centre-ville va mourir. Alors ce que vous expliquez très bien, c'est la rue Gambetta. Oui. La rue Gambetta est une rue qui a une locomotive, qui a une locomotive au démarrage
c'est quand même la place du peuple. Parce que la place du peuple, faisons une parenthèse, mais la place du peuple est totalement piétonne, n'a pas de voiture, c'est celle qui marche le mieux. Si on regarde le nombre de boutiques abandonnées place du peuple, il n'y en a quasiment pas. Ou celles qui sont dans l'endroit où le tram nous oblige à passer très très bas quand on est piéton. Mais globalement, la place du peuple marche très bien. C'est une locomotive qui devrait tirer la rue Gambetta. L'autre locomotive, c'était H&M. H&M s'en va à style. Donc tout le monde est inquiet pour la rue Gambetta. Mais globalement, la rue Gambetta, qu'est-ce que c'est? Imaginons que la rue Gambetta soit totalement piétonne. Imaginons qu'elle soit dans un lieu joli. Parce que la place Valdez-Croussos, qui est devant H&M, est dans un état lamentable. La mairie avait décidé d'en faire un parking plus ou moins aménagé. Et les riverains ont dit non, et c'est très bien. Il faut faire une place verte qui corresponde d'ailleurs avec l'espace des Ursules où nous voulons faire un jardin. Il faut se poser la question des magasins qui sont aux Ursules et nous disons relogeons-les dans la rue Gambetta, c'est remettons ces magasins dans la rue Gambetta. Mais il y a un dernier problème sur la rue Gambetta, c'est qu'il y a un pavage qui est énormément glissant. Oui, oui. Et qui, d'après moi, n'est pas très favorable au développement du commerce. Ils le rabotent deux fois par an, je crois. Alors, ils l'ont raboté quelques fois en quelques endroits, mais quand on marche, qu'il y a de la neige, bon, il n'y en a pas tant que ça, mais on ne sait plus bien où on marche. Quand il pleut, quand il pleut, en tout cas, tout le monde glisse. Ouais. Un pavage comme ça, c'est le meilleur moyen qu'il n'y ait aucun commerçant qui vienne à cet endroit-là, parce que les clients, eux, quand ils y vont, ils ne se sentent pas en sécurité. Donc, il y aura une question à se poser aussi sur la reprise de la rue Gambetta. Ça sera la reprise aussi bien physique, améliorée en mettant quelques arbres ou quelques arbustes ou à faire un peu d'animation et ramener des commerces. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent quand même du bruit du tram qui est très lourd, qui passe dans la rue Gambetta, Général de Gaulle, et ça crée des nuisances pour le voisinage. Alors le tram, il existe depuis 1880. Ouais, je sais, ouais. Donc un certain nombre de personnes qui habitent le long de la rue du tram, je pense que le tram était là avant eux et que le tram était beaucoup plus bruyant. Alors petite particularité stéphanoise et historique, c'est Boris Vian qui a été ingénieur de centrale, qui a inventé un des premiers amortisseurs du tram stéphanois, qui a diminué le bruit. Maintenant, beaucoup de choses ont été faites, essayer de ramener du caoutchouc à différents endroits sur les rails, etc. Globalement, le tram, il est bruyant. Moi qui habite sur la Grande Rue, d'un côté j'ai la voie ferrée, je suis à Bellevue, d'un côté j'ai la voie ferrée, de l'autre côté j'ai le tram. Parfois je me dis que le tram fait moins de bruit que le train, mais il a un bruit plus sourd et plus lourd, et qu'effectivement on l'entend. Maintenant on est habitué, hein. Et puis quand on habite dans la Grande Rue quand même, je vous le dis, 1881 je crois l'inauguration. 1881 ? Oui je crois. Comme pour la presse. La liberté de la presse, 1880, on rappelle. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de journalistes qui se font violenter sur les manifestations. Donc, une petite parenthèse, puisqu'on va faire un article là-dessus. Et c'est important parce qu'il y a aussi des manifestations. À Saint-Étienne, il va y en avoir bientôt une, justement, pour l'écologie. Donc, la marche climat, je suppose, vous voulez dire, le 14 mars. Ouais. Eh bien, moi, je suis très content que Saint-Étienne s'inscrive dans les mouvements des marches climat internationaux. Je crois qu'il y a un mouvement fantastique, passionnant, de jeunes qui se mobilisent, de jeunes de moins de 35 ans qui se mobilisent pour le climat, pour la planète. J'y vois un mouvement très important qui renouvelle d'ailleurs la mobilisation, qui me rappelle peut-être des mouvements qui ont eu lieu dans les années 60, mais de manière différente. Les années 60, c'était les droits citoyens. Là, on a quelque chose d'autre qui apparaît. C'est une mobilisation mondiale, c'est très positif. Nous, on y participe. C'est passionnant pour nous qui avons milité pendant des années avec quelques difficultés, voilà, et qui aujourd'hui voyons tout un tas de jeunes prendre les choses en main, prendre leur destin en main, prendre le destin de la planète. Mais c'est super. Ce que je disais, le pouvoir. Ouais, nous, quand on était jeunes, il y a 30 ans, donc on était ados, on regardait l'écologie, on vivait dans une société qui était bien. On se plaignait pas de grand chose, il y avait du travail, il y avait pas de difficulté de se loger. Donc il y a des choses, on se posait pas trop de questions, de problèmes et autres. Et puis les choses sont gravées en même temps que il y avait des problèmes économiques, il y a la crise de 2008-2009, il y a eu par la suite la cause animale aussi qui fait débat. Donc et cette jeunesse justement, on a l'impression qu'elle a envie de se saisir de ce moment-là. Elle se prend en main, comme on dit. Enfin, mais ça, elle prend son destin en main. Et nous, à notre époque, nous, on n'était vraiment pas comme ça en fait. Est-ce que Alors, j'ai un petit bémol quand même. Un petit bémol. J'ai un petit bémol, c'est que moi, je suis né en 1967 à Saint-Étienne. Moi, quand la crise est arrivée en 1973, moi, j'ai quand même, dès le début, mon père m'a dit attention, la crise, on l'a vécue, parce qu'il lui se souvenait de crise d'ailleurs qu'il n'avait pas vraiment vécue, il était trop petit, mais des crises des années 20, des années 30.
Nous, on a vécu à Saint-Étienne, et ce que vous avez sans doute vécu aussi Oui, en Lorraine. mais moi je parlais la de déprise, l'adolescence, etc. je parlais pas de mes jeunes âges, de cette Donc on Ouais. était conscient quand même du problème, je crois. Hein. Après, on n'avait pas la même mobilisation, et là, il y a une mobilisation de la jeunesse, et toute mobilisation de la jeunesse. C'est que là, les positive. jeunes sont impliqués. C'est que les syndicats Oui. impliquent de plus en plus les jeunes et les jeunes s'approprient aussi les choses. Oui, Ce qui ne et veulent faisait- pas se laisser Voilà. voler, si on peut dire. Non. Enfin, c'est un grand Non, mot. pas mais- voler, enfin récupérer. prendre leur mouvement, ça, récupérer leur mouvement, et c'est super. Voilà. Moi, je trouve que c'est de l'espoir. Pour nous, c'est un espoir immense de voir des jeunes se mobiliser, prendre leur destin en main, proposer des solutions. Parce que je vois sur l'écologie, il y a des dizaines de solutions qui sont proposées. Ça va de ceux qui disent faut que les villes deviennent complètement comestibles, qu'on plante des comestibles, ceux qui disent il faut des composteurs de pieds d'immeubles, ceux qui disent il faut des jardins partagés, ceux qui se posent la question des migrants qui arrivent en France et qui disent il faut pas qu'on les laisse comme on les laisse aujourd'hui. Enfin, c'est très 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 positif. Et qui se posent globalement des questions sociales. Pour moi, il réinvente l'écologie, mais dans le bon sens, parce que pour moi l'écologie, c'est le social, c'est l'économie, et c'est de la démocratie pour. C'est de la proximité avec les circuits courts aussi. Voilà. Et eux, ils sont en train de le réinventer. Ouais, c'est bien. C'est ce que je disais, c'est que moi, quand j'étais gamin, j'allais à la ferme pour aller chercher le lait, le beurre. Et aujourd'hui, il y a toutes ces fermes, elles ont disparu, des fermes qui étaient à l'entrée des villes. C'est ça. Et moi, j'allais avec le bidon d'aller, j'allais chercher le lait. Voilà. Alors, avec toutes les normes, tout ça a plus ou moins disparu. Ah bah oui. Moi, j'ai fait exactement pareil. Voilà. Hein. J'allais chercher le lait. Après, on a sur les marchés, on a dans les AMAP, on a l'association de la ferme au quartier à Saint-Étienne le fait très bien. Alors, ce qu'on disait la dernière fois, On a tout un développement, les AMAP, justement, ça existe, sauf que les gens, ils n'ont pas forcément des infos comment ça fonctionne. Parce que les AMAP, c'est du bénévolat. Et on demande justement aux gens alors moi, je suis pas bénéficiaire parce que je sais pas où c'est ici et personnellement, j'ai pas le temps. Mais il faut donner de son temps aussi. Alors les AMAP, pas forcément, pas toutes. Mais en tout cas, il faut aller au moins chercher son panier. Voilà. C'est-à-dire, voilà, on paye une adhésion et en échange, donc, on a tous les mois, enfin toutes les semaines du mois, en fonction des AMAP, on a des produits frais. C'est ça. De saison. Et locaux. Et locaux. Donc, c'est ce qu'on disait la dernière fois avec Synthé la citoyenne, c'est que l'écologie, les circuits courts, le bio, ça permet aussi de créer des emplois. Ah bien sûr, moi je le dis, l'agriculture biologique, c'est 3 fois plus d'emplois que l'agriculture dite conventionnelle et industrielle. Rien que ça, ça devrait faire qu'on se lance dans l'agriculture biologique. À côté, l'agriculture biologique, c'est écolo et on se pollue pas. Et on ne pollue pas l'environnement dans lequel on est. Globalement, c'est totalement positif. Alors, est-ce qu'on peut le faire à Saint-Étienne ? Oui. Oui. D'abord, à Saint-Étienne, on est une région quand même agricole. Alors, on n'est pas dans une région de grandes céréales, on n'est pas dans la plaine de la Beauce ou etc. Comme dans la Meuse. Mais on est dans une région dans laquelle on a un petit peu de céréales dans la plaine du Forêt. On a beaucoup d'arboriculture, beaucoup de légumes, beaucoup d'horticulteurs. On a beaucoup d'élevage, c'est-à-dire on a du charolais dans le nord de la Loire, on a des vaches laitières, on a de quoi tendre vers l'autonomie alimentaire du territoire. Ce qui serait notre rêve, c'est-à-dire que le territoire de Saint-Étienne Métropole produisent autant d'aliments qu'on en mange. Alors évidemment, il faudra parfois acheter, si vous voulez des bananes, il faudra les acheter. Parce que ça a beau se réchauffer, on n'aura pas de bananes. Mais globalement, on peut aller vers cette autonomie alimentaire. Le petit souci qu'on a, c'est que Lyon n'est pas dans l'autonomie alimentaire et donc se sert chez nous, et que nous, on a tendance à se servir en Haute-Loire. Bon, mais globalement, on arrive vendre plus cher. à faire 70% de l'alimentation que peuvent manger les Stéphanois. Quand vous allez dans les magasins et que vous voyez justement que quand on voit des grandes enseignes qui essayent de nous faire comprendre, de nous faire croire justement qu'ils essayent de faire des choses pour diminuer les déchets ou lutter contre les produits périmés, moi je dis souvent, je vais à côté, il y a un Carrefour Market à côté, pour pas dire de marque, mais pour donner un exemple, j'ai du mal à trouver des emballages qui soient recyclables. C'est souvent du plastique. L'exemple de la banane, c'est les bananes sous sachet plastique, c'est quand même bizarre, quoi. Alors, à Saint-Étienne, on a une usine qui appartient à un privé, mais on aura normalement bientôt une qui appartiendra à Saint-Étienne Métropole. On arrive à peu près à trier tous les emballages. Simplement, on ne donne pas la consigne, et ça, c'est une erreur. On ne donne pas l'information aux Stéphanois et aux Stéphano métropolitains qui pourraient tout mettre dans leur poubelle jaune, pratiquement, de leurs emballages, que c'est trié après. Par contre, qu'on soit bien d'accord, ça n'est effectivement pas recyclé pour le plastique. C'est-à-dire que
Il y a des industriels qui font des coques plastiques, notamment des coques de piscine, avec des morceaux de plastique. Ils prennent des morceaux de plastique, ils le collent et ils font des piscines. D'accord. Et à Saint-Étienne, on a un débouché pour le plastique. Mais nous sommes bien d'accord, ce n'est pas un débouché de recyclage. On ne prend pas comme le verre toute la matière et on en refait du verre. Le plastique, on en fait un plastique qu'on ne réutilisera plus jamais, enfin, qu'on aura utilisé une fois sous forme d'une coque d'une piscine. Alors justement, donc on pourrait développer le recyclage. On va pouvoir rebondir avec l'eau, la piscine. Ouais. C'est l'écologie, tout ça. On l'évoque souvent aussi. On écoute souvent les gens. Ils nous disent l'eau, c'est pas possible que ce soit délégué. Ça doit être un bien public, un bien commun de la ville. Alors, le bien commun, on va dire que le bien commun c'est l'eau, c'est l'air, c'est la terre. Pour nous, l'eau, elle doit revenir en gestion publique à Saint-Étienne. C'est possible, même dans le cadre de Saint-Étienne Métropole. On voit que le délégataire, c'est-à-dire la société qui gère l'eau, fait du bénéfice. Alors, c'est pas le but du jeu de faire du bénéfice sur l'eau. Tout le monde devrait y avoir accès. Et on devrait même se poser la question, là aussi, de tarification sociale. On sait qu'en gros, un être humain consomme en gros 40 mètres cubes d'eau par an. On devrait se poser la question d'une part, par exemple, de gratuité ou d'une part de progressivité. C'est-à-dire que, par exemple, une famille de 4 personnes aurait 120 mètres cubes donnés au début de l'année, si on peut dire. Ça, c'est bien. Et puis, où aurait ces 120 mètres cubes à un prix défiant quand même la concurrence, si on peut dire. Et puis, évidemment, si on consomme 6 fois le volume d'une famille comme ça, eh ben, on paye de plus en plus cher. Est-ce que vous avez déjà regardé une facture d'eau ? Oui. La consommation qu'on paye, le nombre de taxes qu'on paye et ce qu'ils appellent l'abonnement qu'on paye. La différence, elle est énorme. On a un tiers de consommation et 2 tiers de taxes et d'abonnement. C'est ça. Un bémol quand même, dans ces taxes, il y a aussi beaucoup de taxes pour dépolluer, parce que malheureusement, on a beaucoup pollué. Mais par contre, on peut aussi se poser la question de taxes qui servent à la dépollution. Comment dire ? On collecte beaucoup d'argent auprès de ceux qui achètent l'euro pour la boire, comme nous tous. Et parfois, ça sert à la dépollution. Et parfois, ça sert à la dépollution de gens qui, eux, n'ont pas payé. Oui. Je vais pas en dire plus. D'accord. Mais je veux pas faire de l'agribashing, mais parfois, quand même, ça sert à tout le monde. Est-ce qu'il serait pas mieux aussi d'éduquer les gens ? Alors, l'éduquer, j'aime pas trop ce mot-là. C'est juste... Sur l'eau, je voulais juste te dire quelque chose sur les services publics. On a tendance à parler transport, on a tendance à parler eau. On oublie certains services publics. On oublie l'état des réseaux EDF et Gaz de France, le RDF, GRDF. Les RDF, GRDF. Les réseaux électriques et de gaz sont des biens publics qu'on entretient très très peu et qui peuvent être utiles parce que les réseaux par exemple d'électricité, le jour où on aura tous nos panneaux solaires, on en a besoin d'avoir des réseaux de bonne qualité. Or, on ne les entretient pas parce qu'on a l'impression que c'est pas la même chose que les réseaux d'eau. Non, pour nous, ça doit rester en maîtrise publique. C'est fondamental. Et j'irai plus loin, les réseaux de fibres. La fibre qui transmet l'information, celle par laquelle on parle tous les deux actuellement, enfin, aux auditeurs, c'est la même chose. Là, on a l'impression que les réseaux de fibre, c'est normal que ça soit à des privés, mais on doit se poser la question de la circulation de l'information. Et qui la maîtrise ? Et c'est quand même mieux si c'est public. Tout à fait. Je suis pas pour un contrôle de chacun chez soi par l'intermédiaire de la fibre. Je suis pas comme les Chinois. Mais je pense qu'il faut que la fibre soit aussi un bien. D'autant plus que ça passe par la voie publique et donc c'est sur le domaine public. Et c'est financé par le public. Et voilà. Donc c'est les dégroupages, chez vous, on est d'accord, mais tout le reste, c'est payé par le public. C'est pour ça que nous, on essaie de faire comprendre aux gens qui nous écoutent, qui sont pas forcément de Saint-Étienne, mais dans d'autres villes, qui s'intéressent un peu mieux à comment ils gérer une ville pour comprendre justement que des fois, il y a des dépenses publiques qui vont vers le privé ou qui est géré par le privé et qu'on se devrait être plus regardant sur les dépenses publiques. C'est ça. Je voulais revenir par rapport à l'eau. Souvent, quand on regarde ce qui se passe, on termine avec ça. Puis allez, on se reverra. Quand on voit qu'il y a des gens qui sont obligés de creuser des puits pour trouver de l'eau dans des pays d'Afrique. Qu'aujourd'hui, nous, quand on va aux toilettes, on appuie sur la chasse d'eau et on envoie de l'eau qui n'est pas de l'eau de pluie, mais de l'eau qu'on boit dans les toilettes. Est-ce que c'est pas Vous vouliez dire, est-ce que c'est pas une horreur de penser qu'on est en train de gaspiller de l'eau alors que des gens en ont besoin pour boire ? Je suis totalement d'accord. Je sais pas quel mot employer parce que je trouve vraiment ça. C'est une gabegie, si on peut dire, c'est pour pas dire des mots. C'est juste honteux d'utiliser de l'eau potable pour nettoyer les toilettes. Alors qu'on pourrait tous récupérer de l'eau des toits, l'injecter. On pourrait même utiliser des eaux usées de chez nous. Quand on a fait sa vaisselle, on peut imaginer des systèmes. Il y a d'ailleurs
j'allais dire, des citoyens qui l'ont fait d'eux-mêmes, qui ont Oui. bricolé leur système. Il y a même des citoyens qui ont des toilettes sèches chez eux. Alors justement, est-ce que Saint-Étienne pourrait être une ville qui pourrait porter ce genre de projet? Pour moi, quand s'il je dis que Saint-Étienne doit être une mais s'il ville verte pleut, et exemplaire, c'est ça. Il pleut, il y a de l'eau. Donc il y aurait possibilité de faire des choses. Ah mais pour moi, c'est totalement ce qu'il faut faire. C'est quand on dit qu'on veut être une ville verte et exemplaire, c'est ça. Quand on a été élu à la région, une des choses qu'on a demandé, c'est par exemple la récupération de l'eau de pluie. Le conseil régional Rhône-Alpes, enfin Auvergne-Rhône-Alpes maintenant, si vous y allez, parfois l'eau des toilettes, vous la verrez un peu jaune ou un peu marron ou un peu. C'est simplement qu'elle est passée par les toits qui sont d'ailleurs végétalisés, qui font plus ou moins filtre. Mais par exemple, il suffit qu'il y ait un vent du désert qui a amené un petit peu de sable, ça arrive parfois, ça saline aux vitres. Et ben instantanément, l'eau des toilettes au conseil régional prendra une teinte. Et c'est pas un problème. Non. On la boit pas cette eau, elle sert uniquement à évacuer. Et ça évite justement qu'on gaspille de l'eau. Est-ce qu'il y en a qui seraient tentés de créer des taxes là-dessus? Ils sont toujours capables de créer des taxes. Ou surtout, moi je vois des privés d'inventer un système pour pouvoir prendre quelque chose au passage parce qu'ils ont le brevet de je sais pas quoi. Oui. Non, il y a un moment où il faut vivre plus simplement, Ouais. si on peut dire. Et C'est voilà. aux élus à le rappeler aussi avec les citoyens. Ce que la nature nous donne, on devrait pouvoir l'utiliser à bon escient et non pas le gaspiller inutilement. Oui. Voilà. C'est sûr. On termine Très bonne là-dessus. parole. Bah, de rien. En tout cas, merci pour cette première soirée. Je m'excuse pour le son de tout à l'heure, mais moi bon. je m'excuse. Bah, c'est pas grave. Voilà. On va en refaire une de toute manière. D'accord. L'écologie, c'est un sujet qui est très intéressant. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir donné. On va bientôt se revoir pour une prochaine émission. Merci en tout cas pour ceux qui nous ont écoutés sur radio.fr, Orange Radio, la radio libre et citoyenne. Vous nous recherchez pour ceux qui nous regardent sur Facebook, l'application mobile. Vous recherchez Droit Citoyen en un seul mot. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle émission de Vote ta France. Et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Il faut changer cette société. Il y a 9 millions de personnes en France qui souffrent. Je dis bien 9 millions de personnes qui souffrent. Droit citoyen, c'est de l'information libre et citoyenne, en vous sollicitant pour recueillir votre ressenti sur une actualité qui vous ressemble. Retrouvez toutes nos actus sur notre page Facebook droitcitoyen.info ou sur www.droitcitoyen.fr.